Alors, on peut également vous parler concernant la notion du contrôle ainsi que des vérifications pour essayer de voir si la puissance fiscale qui a été déclarée par le contribuable est réelle. Parce qu'en principe, c'est le contribuable qui doit déclarer la puissance fiscale ou bien le poids de son véhicule pour permettre les calculs, n'est-ce pas, de l'impôt. Et dans la plupart des cas, beaucoup d'éléments sont mentionnés sur soit tout ce qui est comme facture, catalogue, et ainsi de suite. Voilà pourquoi on peut dire que les contrôles des poids des véhicules ainsi que la vérification des éléments déclarés pour la détermination de la puissance imposable s'opèrent au moyen des indications suivantes, moyennant les factures, les catalogues et notices descriptives ou de tout autre document dont le caractère sera reconnu probable par l'administration des impôts. Toutefois, cette administration pourra aussi faire déterminer le poids du véhicule par pesage. Donc, l'administration fiscale peut soit remettre en cause tout ce qui est comme le poids du véhicule qui a été déclaré par les contribuables. Et l'administration fiscale elle-même peut déterminer cela moyennant les pesages. Alors, dans le cas où les pesages feraient soit apparaître une inexactitude de plus de 10% du poids déclaré, les frais de pesage seront maintenant à charge du redevable. Donc, ça peut arriver, mais en pratique, tout a été déjà défini au départ. On sait pour telle marque, telle catégorie, les poids, c'est autant. Donc, l'administration fiscale a déjà de l'expérience et pour ça, tout ça, ce sont des notions juste théoriques pour vous montrer comment est-ce que ça peut se faire. Alors, on peut maintenant vous parler de la période imposable et de la débition de l'impôt. Selon l'article 43, l'impôt sur les véhicules est dû pour l'année entière s'ils sont utilisés au cours du mois de janvier. En d'autres termes, cela tout simplement signifie que si un véhicule est en circulation en janvier, le contribuable doit payer l'impôt pour toute l'année, même s'il cesse de l'utiliser plus tard. Donc l'impôt sur les véhicules se paye dès que le véhicule entre en circulation. Et si la circulation, n'est-ce pas, a été prévue au mois de janvier, si le véhicule entre en circulation au mois de janvier, les propriétaires doivent payer l'impôt sur les véhicules pour une période qu'on peut qualifier comme l'année entière, même si tu vas arrêter d'utiliser les véhicules au cours de l'année. Alors, au niveau de l'article 44, on va nous dire, écoutez, l'impôt n'est dû que pour un 12e par mois ou fraction de mois si l'usage commence après janvier. En d'autres termes, si un véhicule est mis en circulation en cours d'année, l'impôt est calculé au prorata du nombre de mois d'utilisation. Par exemple, un véhicule mis en circulation en avril paiera son impôt sur le véhicule sur un prorata de 9 sur 12e de l'impôt annuel. Donc, c'est comme ça qu'on doit calculer. On doit utiliser le principe du prorata temporis. Par exemple, si l'impôt sur le véhicule est de 20 $ par exemple, et que le véhicule a commencé à circuler au mois d'avril, comment est-ce qu'on peut calculer cet impôt? On va prendre le montant de l'impôt fixé annuellement, on multiplie par 9, on divise le tout par 12 et vous trouverez le montant à payer en fonction du principe de prorata temporis. Alors, au niveau de l'article 44 de la même ordonnance de loi, on va maintenant nous signaler ici, en cas de cessation d'usage d'un véhicule en cours d'année, le contribuable peut obtenir un dégrèvement pour la période restante sous conditions fixées par le ministre des Finances. En d'autres termes, si un véhicule cesse d'être utilisé, soit il y a une panne définitive, ok, ou autre élément qui peut causer la cessation d'usage, l'impôt payé en trop peut être partiellement remboursé.
Si vous aviez payé pour toute une année et qu'il y a cessation d'usage, n'est-ce pas, du véhicule, en principe, on doit rembourser les restes de l'impôt qu'on peut qualifier comme trop perçu pour les mois pour lesquels on n'a pas utilisé les véhicules. Là, c'est du point de vue théorique, hein. Le remboursement, là, c'est du point de vue théorique. Mais les administrations fiscales ne retournent pas les montants de l'impôt. On peut chercher d'autres manières pour essayer de compenser ça. OK? Mais la loi dit, en cas de cessation d'usage, selon l'article 45, on peut obtenir un dégrèvement, on peut rabattre les montants de l'impôt. Alors, nous devons aussi maîtriser quelles sont maintenant les conditions de dégrèvement de l'impôt. Quelles sont les conditions pour bénéficier de ces remboursements, en d'autres termes. OK? Ici, ce sont les conditions qui ont été fixées par l'arrêté ministériel numéro 55 du 29 mars 1969. Alors, selon le premier paragraphe, il est dit ceci: pour obtenir un dégrèvement, le contribuable doit remettre au receveur des impôts les signes distinctifs fiscaux du véhicule concerné. En d'autres termes, les signes distinctifs fiscaux est souvent appelé ici en RDC la vignette. La vignette, c'est un document sous forme d'un autocollant qu'on met souvent devant les véhicules. OK? Alors, ces signes distinctifs-là identifient les véhicules comme les véhicules ayant payé l'impôt sur les véhicules en question. Alors, sans cette restitution, aucun remboursement ne peut être effectué. Donc, vous devez d'abord remettre les signes distinctifs fiscaux ou la vignette. Alors, on va encore nous dire, écoutez, la date de remise des signes distinctifs est considérée comme la date de cessation d'usage. Donc, le jour où vous remettez votre signe distinctif, c'est ce jour qu'on va considérer comme le jour de cessation d'usage. En d'autres termes, le remboursement est calculé à partir des mois suivant cette date où on a remis les signes distinctifs. Alors, en cas d'envoi, par exemple, par la voie des postes, la date est prise en compte est celle, n'est-ce pas, du cachet postal. Si on a envoyé les signes distinctifs à travers la poste, les jours où on va considérer comme les jours de cessation d'usage, c'est le jour où on aura les cachets postaux. En d'autres termes, cela va permettre d'éviter toutes sortes de contestations sur la date de cessation d'usage. Alors, selon le paragraphe D, l'impôt perçu en trop est restitué au contribuable sur la présentation d'une attestation de dégrèvement établie par les receveurs des impôts. Donc, une fois la demande est acceptée, voire même validée, le contribuable peut maintenant récupérer son tronc payé d'impôts. Alors ça, je vous ai dit, c'est sur le plan théorique, mais du point de vue pratique, les administrations fiscales ne remboursent pas l'argent. Elles cherchent à tout prix comment trouver d'autres solutions.